Des images qui ne sont pourtant jamais parvenues jusqu'en Chine, l'un des premiers pays au monde en matière de violation des droits humains. Toutes les références aux révolutions de Jasmin y ont été censurées, aussi bien dans les médias que sur Internet. Le dissident chinois Wei Jincheng, qui a payé de 18 ans de prison son combat pour les droits de l'homme et la démocratie en Chine, et qui est aujourd'hui exilé aux États-Unis, est bien placé pour en parler. Pour le gouvernement, Internet est une grande menace. Tous les mouvements contestataires souffrent de la censure de l'information et ne pas comprendre ce qui se passe à l'extérieur ou à côté de chez soi est un énorme handicap. Lorsque les dissidents savent ce qui se passe dans le pays ou à l'étranger, ils peuvent choisir le bon moment pour agir et c'est plus efficace. Avec Internet, l'ancien modèle de censure vole en éclats. Pour le Parti communiste, c'est une menace à laquelle il n'a pas encore trouvé de parade. Quand les Chinois disent « Ah oui, mais les droits démocratiques, de la libre expression, etc., c'est possible uniquement, nous l'acceptons à partir d'un certain stade de développement économique. Avant, nous ne l'acceptons pas. Ce n'est pas admissible non plus. » Une liberté d'expression conditionnée par le stade de développement économique. Oui, mais à quel prix pour les ouvriers chinois? De faibles salaires, pas de protection sociale, un droit du travail quasi inexistant. En 2011, c'est-à-dire 22 ans après 89, la Chine est devenue, en théorie du moins, ou disons les chiffres semblent dire que la Chine est devenue la deuxième économie mondiale. En fait, en termes de pouvoir d'achat, la Chine reste quelque part autour de 204e ou 196e rang mondial, parce que oui, il y a une classe économique qui est assez développée, mais il reste énormément de gens pauvres. De plus en plus de Chinois à l'intérieur du système ou à l'extérieur, des simples citoyens, disent que le système chinois ne peut plus continuer comme ça et que maintenant c'est imminent, soit il va y avoir une explosion sociale, soit le système économique va s'effondrer, soit il y aura une bulle financière qui va faire exploser la bourse chinoise, mais que, quoi qu'il en soit, la situation est devenue quasiment pré-révolutionnaire. Le mouvement démocratique, c'est bien. Le mouvement pour les droits de l'homme aussi. Tout ça contribue à la remise en question de cette société. Mais pour y arriver, il faut plutôt compter sur les révoltes populaires. La population ne se révolte pas par idéalisme, mais lorsque ses intérêts sont en jeu. Il ne se passe pas une journée sans que n'éclatent ici ou là, aux quatre coins de la Chine, des manifestations contre les conditions de vie et de travail, contre la corruption des cadres, contre les pollutions diverses, contre les expropriations forcées, les discriminations ethniques. En réprimant ces expressions de colère, les autorités chinoises témoignent de leur mépris de la liberté d'expression et des conditions de vie de leur propre population, ouvrières et paysannes. Et pourquoi se gênerait-elle quand on sait que les États-Unis, qui n'ont toujours pas ratifié le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ne s'encombrent pas trop de vérifier si ceux des ouvriers chinois sont respectés? Business oblige. Pourquoi est-ce que les Occidentaux choisissent la vision rose, c'est-à-dire que c'est le marché chinois qui va sauver l'économie mondiale? Eh bien, je crois que c'est parce qu'ils ont malheureusement eux-mêmes perdu toute notion de valeur. Le capitalisme financier international a quand même donné une belle image de sa moralité avec le scandale des subprimes. Donc quand on pense que ces banques américaines tellement puissantes, quelque part tellement responsables de l'avenir de la planète, se sont engagées dans des actions aussi immorales, on peut bien imaginer qu'elles vont se mettre en collusion avec un gouvernement chinois pour exploiter une main-d'œuvre qui va permettre toutes les délocalisations possibles et envisageables vers la Chine.
Depuis une vingtaine d'années, les multinationales acceptent de jouer le jeu du gouvernement chinois, et c'est un jeu plutôt malsain, car grâce à cette collaboration, non seulement elle gagne beaucoup d'argent, qu'elle reverse au gouvernement chinois, mais en plus elle l'aide à convaincre les hommes politiques occidentaux d'accepter aveuglément son modèle économique, sans tenir compte de leurs propres intérêts nationaux. Ils développent les relations commerciales avec la Chine, les libéralisent et acceptent de fermer les yeux sur les crimes contre les droits de l'homme commis par les autorités. Oubliez le Tibet, la répression des Ouïghours, le massacre de la place Tiananmen. Oubliez les milliers d'exécutions perpétrées en Chine chaque année. Oubliez le fait que les droits humains concernent aussi les Chinois. We are looking forward to many years of cooperation, of work together to enhance the prosperity and security of our two countries. Thank you very much, everyone. En fait, les intérêts des populations occidentales sont directement liés à ceux de la population chinoise. Ils sont interdépendants. Ça fait plus de 10 ans que je dis aux syndicats occidentaux, vous devriez défendre les droits des ouvriers chinois, car si leurs droits ne sont pas défendus, les ouvriers occidentaux et chinois se retrouveront en compétition, et ce sera contre leurs propres intérêts. Aujourd'hui, avec ce système économique globalisé, les très bas salaires pratiqués en Chine menacent directement les revenus des ouvriers français ou américains. Les Occidentaux perdront constamment leurs emplois, à moins qu'ils n'acceptent eux aussi de très bas salaires. C'est exactement pour ça que le pouvoir d'achat des travailleurs français et américains n'arrête pas de diminuer. Résultat, c'est l'économie tout entière qui ralentit. C'est la véritable cause de la récession économique actuelle. Et la boucle est bouclée. Le taux de croissance insolent de la Chine est certes un moteur de l'économie mondiale, mais son dumping social est bel et bien l'une des causes de la récession en train de gagner le monde. Dans le monde contemporain, avec l'extension partout de l'économie de marché déréglementée, il y a énormément d'autres forces à l'œuvre. Il y a les forces économiques qui sont dominantes, il y a les grandes entreprises multinationales, ils étaient autrefois, pour cacher le fait qu'elles étaient américaines, après entreprises globales. Mais ces entreprises globales, elles peuvent être aussi coréennes, égyptiennes, philippines, turques ou brésiliennes. Donc elles existent. Il y a les médias qui sont très influents. Il y a la myriade des ONG, mais c'est un monde gigantesque avec des contrastes énormes. Il y a tout le champ de l'économie illégale. Les mafias, c'est ça le monde, une foire d'empoigne. La globalisation en elle-même, du fait qu'elle facilite les contacts, les échanges, les rapprochements entre les populations, le rapprochement des cultures, mais également le partage des valeurs et des valeurs universelles, peut être un accélérateur de la prise de conscience des droits humains, peut être un accélérateur du soulèvement des populations, justement pour exiger le respect de ces droits-là. Oui, la mondialisation peut accélérer l'histoire, aider les peuples à exiger le respect de leurs droits. Des révolutions de jasmin à la traînée de poudre du mouvement des indignés, des émeutes de la faim en Afrique aux révoltes sociales en Chine, face à la barbarie générée par l'économie déréglementée et sa religion du triple A, c'est l'application de l'ensemble des principes universels proclamés voilà plus de 60 ans que l'on entend s'exprimer, et un espoir se lever, celui d'une mondialisation à visage humain. Elle sera possible à cette condition. Du fait de mon métier comme membre du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme et comme ancien rapporteur du droit à l'alimentation, je ne suis pas du tout parmi ceux qui disent « oui, les droits de l'homme, c'est une formule rhétorique ». Non, j'ai vu qu'il y a une efficacité des droits de l'homme, que ce sont des armes dans la lutte contre les oligarchies capitalistes mondialisées qui ravagent cette planète. Il n'y aura jamais de société civilisée possible sur cette planète
sans la pleine réalisation des droits de l'homme qui sont consubstantiels à chaque être humain. Et tous les droits de l'homme, les économiques, sociaux et culturels et les civils et politiques sont à la fois universels, indivisibles et interdépendants. Ça, c'est l'horizon. Le combat pour les droits de l'homme, c'est le vrai combat révolutionnaire de notre temps.